La GUE, nous aimons bien les symboles paritaires, Madame la Présidente. Figen Yüksekdag et Selahattin Demirtas sont des symboles de celles et de ceux qui luttent pour la reconnaissance des droits des minorités, mais aussi des victimes de la terrible répression qui s'abat sur tous les démocrates en Turquie depuis la tentative de coup d'État ratée de juillet 2016. Ils sont kurdes et luttent depuis longtemps pour les droits des minorités en Turquie, mais aussi dans toute la région. Combat qui vient de nouveau d'être mis sous les feux de l'actualité après la victoire, le 25 septembre dernier, avec 92,73% des voix, du oui au référendum sur l'indépendance du Kurdistan en Irak. Pour mieux comprendre la question kurde et le combat du peuple kurde, je vais me permettre de faire un petit retour en arrière. Il y a un siècle, au moment des accords Sykes-Picot signés en mai 2016, qui préfigurent le partage de la région entre les colonisateurs et futurs vainqueurs de la Première Guerre mondiale que sont la France et le Royaume-Uni. Après la défaite des Ottomans et la victoire des nationalistes turcs, les Kurdes furent les grands oubliés de l'histoire. La promesse faite de la création d'un État kurde, qui leur avait été faite dans le cadre des accords de Sèvres en 1920, fut jetée aux oubliettes et le Kurdistan, jusqu'alors doté d'une large autonomie sous l'Empire ottoman, fut réparti en 4 États: l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie. Un point commun dans ces 4 États: partout, les Kurdes ont été victimes de persécutions et leur culture bafouée, avec des alternances de cycles de résistance et de violence, allant, oui, jusqu'à la lutte armée pour une partie de ces populations. Rien ne justifie la violence. Pour moi, jamais rien ne justifie la violence. Mais on peut tenter d'en comprendre les clés. Et rien n'est pire que la violence étatique quand elle se déchaîne de façon aveugle contre des populations entières, des populations civiles, des femmes, des enfants. Les Kurdes de Turquie ont payé un lourd tribut en ce domaine, dont la pire période fut sans doute celle de la dictature militaire dans les années 80. Des dizaines de villages rasés, des centaines de personnes assassinées, des milliers d'autres arrêtées, torturées, sans compter des milliers de déplacés. Nombre de personnes au Kurdistan sont toujours marquées par les stigmates de cette histoire. En 2002, nombre d'entre eux ont fait confiance à Recep Tayyip Erdogan, qui leur avait promis la reconnaissance de leurs droits culturels. Et la Turquie a alors connu une certaine accalmie, y compris l'ouverture d'un nouveau processus de paix dans lequel les députés du BDP, et notamment Selahattin Demirtas, ont joué un rôle essentiel. Ce processus a été brutalement interrompu en avril 2015, à la veille des élections de juin 2015, au cours desquelles le HDP, rassemblant les Kurdes, mais aussi d'autres minorités de Turquie, a obtenu le score inattendu de 13% des voix. Nombre d'observateurs considèrent que c'est la clé de l'évolution des relations de Recep Erdogan avec les Kurdes. Un nouveau cycle de violence s'est alors enclenché. Et depuis, la situation n'a cessé de se détériorer. Plusieurs villes kurdes ont été placées sous couvre-feu. Certaines même ont été en tout ou partie détruites, dont sur la vieille ville de Diyarbakir. Plus de 800 morts ont été dénombrés, dont des femmes et des enfants, y compris en bas âge. Et c'est dans ce contexte qu'en mai 2016, l'immunité parlementaire de 59 parlementaires, dont les 55 du HDP, a été levée. Donc plusieurs semaines avant la tentative de coup d'État. Cette immunité parlementaire a été levée de façon collective et globale, sans que les députés aient pu présenter un semblant de défense, ni même sans qu'ils sachent réellement ce que l'on reprochait tant la procédure a été rapide. Tout ceci a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et également par notre Parlement. C'est évidemment contraire à l'état de droit dont les parlementaires que nous sommes doivent être les garants. Les Kurdes, et en particulier leurs élus, ont ensuite été parmi les premières victimes de la spirale de répression qui frappe la Turquie depuis la tentative de coup d'État ratée de juillet 2016. Quel est le rapport, puisque ce coup d'État est attribué aux gulenistes par les autorités turques? 80 maires emprisonnés, 83 des 103 mairies placées sous tutelle de l'État central et 13 parlementaires, dont Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag, que nous présentons à votre vote, ont été arrêtés le 4 novembre 2016 dans une sorte de coup de filet collectif. 9 d'entre eux sont aujourd'hui toujours en prison, plus un député du CHP. Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdag risquent respectivement 142 et 83 ans de prison.
chacun pour un nombre de chefs d'accusation invraisemblables, qui vont se décliner en autant de procès. Figen Yüksekdag est née en 1971, dans une famille turque traditionnelle proche du MHP. Elle s'est très tôt éloignée de sa famille et s'est engagée très jeune en politique, notamment comme journaliste et rédactrice en chef d'un journal. C'est une figure du féminisme en Turquie. En 2003, elle est élue conseillère municipale indépendante à Adana. En 2014, elle devient coprésidente du HDP et en juin 2015, elle est élue députée de Van, une ville martyre qui a été détruite par un tremblement de terre. Selahattin Demirtas, lui, est né en 1973. Il appartient à la minorité kurde, mais aussi à la minorité kurde Zaza. Il a ignoré pendant presque toute son enfance qu'il était kurde. Et après quelques péripéties dans son parcours étudiant, dues notamment à son appartenance à la minorité kurde, il a finalement pu faire des études de droit comme il le souhaitait et il est devenu avocat. Au début des années 2000, il est l'un des principaux responsables de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakir, membre de la Fédération internationale des droits de l'homme, aux côtés de son ami Osman Benemir, à qui il succédera comme président de l'association lorsque celui-ci deviendra maire de Diyarbakir. Il est également fondateur d'Amnesty International à Diyarbakir. Il devient député en 2007 et réélu en 2011, date à laquelle il devient coprésident du BDP conjointement avec Gültan Kisanak, qui elle aussi est aujourd'hui en prison. Puis en 2014, il est coprésident du HDP avec Figen Yüksekdag. La même année, il est candidat à l'élection présidentielle et arrive en troisième position avec 9,77% des voix. En juin 2015, il devient député d'Istanbul et réélu en novembre. Cette femme et cet homme ont des parcours politiques classiques, comme nombre d'entre nous pourrions en avoir si nous appartenions en une minorité en Turquie ou ailleurs. Si nous les proposons pour le prix Sakharov, c'est aussi parce qu'ils sont pour nous des symboles de la répression qui sévit actuellement en Turquie. Cette répression qui a touché près de 150 000 fonctionnaires ou assimilés, parmi lesquels de nombreux magistrats. Il n'y a plus de justice digne de ce nom en Turquie aujourd'hui. Tous ont été limogés par simple décret. Près de 50 000 personnes sont en prison, parmi lesquels de nombreux journalistes, ce qui fait de la Turquie la plus grande prison du monde pour les journalistes. Cette purge se fait au nom de la répression post-tentative de coup d'État, au nom de la lutte contre le terrorisme. Et nous savons ici combien la Turquie en a une conception large, nous l'avons souvent dénoncé, et elle assimile gulenistes, membres de Daesh et membres du PKK. Beaucoup d'autres hommes ou femmes auraient pu être nos candidats, et nombre de ceux présentés aujourd'hui méritent nos suffrages. Tant David Isaac, Kassia Bibi, que Lolita Chavez, que Pierre Kaver Monimba, qui sont d'authentiques défenseurs des droits de l'homme, dignes du prix Sakharov. Mais Figen et Selahattin sont des parlementaires, et le sort fait aux parlementaires doit nous être particulièrement sensible, d'autant plus quand ils sont des militants des droits de l'homme, comme Selahattin Demirtas, ou des droits des femmes, comme Figen Yüksekdag.